Ben, si son chum lui dit, bon, mon Dieu, mets donc des souliers pour coucher, elle dira pas, es-tu malade? Non, elle ne dira pas, es-tu malade? Mais l'histoire pour Je te donne un faire exemple, l'amour là. avec les fameuses sandales à talons aiguilles et puis les Ouais. bas de filet noir, ben, tout ce qu'elle a, là, d'ailleurs, dans Oui. la dramatique, Oui, oui. là, les jartelles... Parce qu'elle connaît puis ça, l'affaire, elle sait ce qui tout ça. excite les hommes. Ben oui, je comprends, mais je veux dire, c'est pas l'idée que la femme va être choquée, mais c'est l'idée, c'est finalement, tu finis par te rendre compte que ce qui va le stimuler, c'est un fétiche. C'est pas toi. C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet, tu sais, on appelle ça le fétiche, un objet magique destiné à provoquer l'érection. Mm. Alors, si tu te rends compte que ton chum C'est fâchant pour une femme, est ça. attiré par des objets, c'est peut-être pas fâchant par rapport à ton ego ou quelque chose, mais c'est que tu te poses des questions, tu te poses des questions, tu peux te poser des questions par rapport à lui, mais par rapport à, plus globalement, socialement, Oui, puis aussi, comment dans un ça se fait couple, que c'est chacun comme se ça. sent unique. Tu sais, la femme se dit, ben moi, je suis unique pour mon chum, c'est pour ça qu'il m'aime. Puis quand elle réalise qu'il tripe sur des affaires, que n'importe quelle femme peut les porter, Oui. ces souliers-là ou ces bas-là, que s'il tripe là, sur un aspect qui est comme un objet, là, bien évidemment, c'est un choc. C'est normal que ce soit un choc. Oui, mais encore une fois, quand on se rend compte de ça, c'est toujours au niveau de l'intimité. C'est dans le sens que c'est plus facile de triper sur un fétiche, sur un objet, que d'être intime avec l'autre. L'intimité dans le couple, là, mon Dieu que c'est difficile. Moi, je trouve que c'est le problème numéro un. C'est le problème numéro Parce que pour être intime avec l'autre, il faut que tu sois intime avec toi-même. Parce que tu sais, le gars dans le dramatique, Vincent, il est inconscient sur bien des aspects. Quand tu parles de ses pulsions, c'est au niveau de l'inconscient. Il faut que tu sois intime avec toi-même pour être capable d'être intime avec l'autre. Autrement, tu ne peux pas y parvenir. Ah, c'est bien plus facile de triper sur des fétiches, de triper sur des images, de triper avec une travailleuse du sexe qui le dépersonnalise, en fait, qu'elle n'a pas de personnalité. Je la connais pas, je ne sais même pas son nom. Tu sais, des affaires comme ça. Alors, à ce moment-là, c'est la peur de l'intimité. Bien, ça répond un peu à la question de tantôt. C'est pas si décourageant. Parce que ça n'est une prévention, ça, dans le couple, que ce soit, quel que soit le type d'expérience extra-conjugale. L'intimité, c'est la plus grande prévention à ce que le gars aille ailleurs. Parce que s'il y a une intimité vraie, ils vont pouvoir se parler des vraies choses. OK, mais dis-moi comment tu arrives à ça, l'intimité? Bien, se parler. Se parler. Souvent, les gens ont honte de leur scénario sexuel, de leur fantasme et tout ça. Pouvoir en parler, je pense que tout peut être dit. Et on voit bien dans l'hermétique, cette femme-là, elle est prête à écouter son mari, mais c'est lui qui n'est pas prêt. Peut-être qu'à la fin, là, on se demande s'ils ne seront pas prêts à un moment donné, mais il a à faire un pas, à accepter de s'impliquer, de parler de lui-même. Oui. Et d'essayer d'arrêter de trouver des faux fuyants. Bien, c'est ça. Mais, bon, est-ce que les femmes, on est fautives quelque part? Quand un homme va essayer de nous parler de ses fantasmes, est-ce que ça nous fait pas terriblement peur? Oui. Oui. Bien, ça dépend. Tu sais, quand je te dis en consultation, je leur fais écrire des scénarios sexuels. Et puis, je leur dis, si vous ne voulez pas vous les lire chez vous, vous les lirez ici. Puis, on pourra en parler. Je peux dire que l'histoire des scénarios sexuels chez les hommes, je me souviens pas d'avoir entendu des affaires bizarres au point où ça te fait dresser les oreilles, tu sais, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Non. C'est plus rapide, c'est plus génital, il y a moins de tendresse, il y a moins de sensualité, très peu d'érotisme, mais c'est pas nécessairement bizarre. Tu sais, quand tu parlais de la couche l'autre fois, c'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent. Mais je veux dire, une femme qui n'aurait pas lu là-dessus, qui ne serait pas préparée à ça... Je vais donner juste un fantasme qui est un des plus grands, je pense. Un scénario qui est un des plus grands des hommes, c'est de faire l'amour à trois. Là. Bon. Oui, bon. Deux femmes. Deux femmes. Oui. Ben, ça, c'est pas tellement choquant. Non, mais la femme mais une femme peut très mal prendre ça parce qu'elle peut prendre ça pour... contre elle ou je sais pas quoi. Dans le réel. Oui. Oui, aussi, tous les fantasmes ne doivent pas forcément être réalisés. Non. Ça aussi, c'est une autre idée qu'on a et que les gars, on a plus que les femmes, je crois. C'est que tous nos fantasmes, on doit forcément les réaliser. Non, il y a des fantasmes qu'on peut décider. Ça, non, c'est un fantasme, mais c'est bien qu'il reste à l'état de fantasme. Mais peut-être que si on essayait de le réaliser, on serait bien déçus. On peut faire semblant, on peut le jouer. Oui, ça, ou le jouer scénario, c'est ça. tout simplement dans notre tête. Oui. Et pourquoi pas?
tous les fantasmes ne doivent pas forcément être réalisés. Et ne serait-ce que réaliser ça, c'est déjà faire un pas mais tu sais, je veux dire, un fantasme scénario sexuel, combien de fois, moi, je dois dire à des personnes en consultation, laisse faire tes scénarios, là, et puis agis. Pense à la réalité. Oui, parce que, comme tu dis tantôt, ils peuvent être bien déçus. Ils se sont tous formés un scénario dans leur tête, et puis là, il faut que la personne qu'ils vont rencontrer réponde aux scénarios qui sont faits. Encore une fois, il n'y a pas d'intimité. Mais même, il y a des gars qui vont voir des prostituées, moi, en tout cas, en entrevue, dans des recherches, où quand je faisais la consultation, c'est la même affaire, qui vont dire, j'ai été voir une prostituée une fois, bien des gars qui vont y aller une fois pour voir ce que c'est, puis qui vont dire, j'ai été bien déçu. Parce que c'était fait tout Parce qu'il y a toute une fantasmatique là, autour de la prostituée, la femme, puis qui a vu, ben c'est une femme comme toutes les autres femmes aussi. Et lui reste un gars comme tous les autres gars aussi. Le fantasme qui est nourri beaucoup par la porno, là, c'est des images on désire une image. Une image très retouchée, très artificielle, très souvent aussi. Il y a peu de vraies femmes qui correspondent à la pornographie. Au niveau d'une sexualité, tu sais, quand on parle, le mot travailleuse du sexe, par exemple, fait référence à l'industrie du sexe. Donc, la sexualité est devenue une industrie, c'est devenu manufacturé, je dis pas dans l'ensemble, mais beaucoup, beaucoup, et de plus en plus, parce qu'il y a un énorme marché. Alors, plus ça devient un produit de consommation comme n'importe quel autre, que tu peux acheter avec de l'argent. C'est pour ça que les gars font le pas si facilement. Ça peut surprendre de dire, ben voyons, ce gars-là, il y a des beaux enfants, il y a une femme qui a l'air le fun. Comment se fait-il qu'il va là si facilement? Hein? C'est parce pour le kick. Oui, pour le kick, très souvent. Pour le kick, et puis c'est à portée de la main. Le même kick qu'aller... le pas n'est pas tellement plus grand qu'aller louer une vidéo ou qu'aller s'acheter une revue, à la limite. Mais il y a une personne humaine là, qui est au bout de ça. Oui, mais je ne suis pas sûr que le gars le réalise tout le temps. Bon, quand il dit, tu sais, je fais l'amour, elle pourrait avoir un sac sur la tête, ça n'a pas d'importance. Je fais l'amour avec des morceaux. Je ne l'ai pas inventé, ça. Non. C'est malheureusement vrai. Ben oui, mais je veux dire, tous les fétiches sont là pour découper, c'est la femme qui porte les fétiches, pour découper le corps de la femme en morceaux. Tout le temps, tout le temps. Ah, tu sais, les souliers, les bas, les jartelles, les petites culottes, le soutien-gorge, le corps de la femme est découpé en morceaux. Mais j'entends des gars dire, là, parce que j'ai des grandes oreilles, j'entends des gars dire, ben oui, mais tu sais, c'est fait de même. On est fait de même. Il n'y a rien à faire, on est fait de même. C'est le plus vieux métier du monde, ça a toujours existé. C'est le plus vieux, ça a toujours existé. Pourquoi ça n'existera pas? Ben moi, j'appelle ça la première oppression politique de la femme. J'appelle pas ça le plus vieux métier du monde. Je suis plus capable. C'est une oppression politique de la femme. Oui. Mais je crois, moi, je suis pas d'accord à dire que les gars sont méchants, les filles sont bonnes. Non, ils sont différents. Oui, c'est très différent. Et il faut voir que le client, il souffre aussi là-dedans. Jusqu'à un certain point, là, c'est sûr que je ne veux pas dire que le client est une victime, loin de là. Mais sauf que lui aussi, ça parle de ses problèmes à lui, là. Oui, ça parle de ses problèmes. Si le gars, il ne peut pas lui. parler à sa femme, être authentique avec sa femme, ben je ne peux pas croire qu'il n'en souffre pas quelque part. Oui, il en souffre quelque part. D'être obligé de payer pour avoir quelqu'un te dire qu'il t'aime ou tout ça. Dans le fond de toi-même, tu ne dois pas être très, très content non plus, là. Je crois que tout le monde, on aime mieux avoir ça gratuitement, la sexualité et l'amour. Oui. Alors, je crois que le gars, il y a une souffrance là-dedans qui n'est pas manifeste, que le gars avouera peut-être pas si facilement. Mais moi, quand j'ai rencontré dans des recherches, dans la consultation des gars qui avaient été clients là, sur des longues périodes, c'est ceux qui réalisent eux-mêmes que ça parle d'un manque et d'un problème pour eux, ça. Oui, bien tant mieux, si ça peut mener à cette prise de conscience-là, parce qu'ils vont être mieux avec eux-mêmes et puis ils vont être plus capables de... C'est toi qui parles beaucoup du stress des hommes et que c'est une espèce de relief, pour employer un mot anglais, là, c'est une espèce de... Un exutoire, tu sais, bon... T'as bien du stress, t'es un homme d'affaires, t'as tes 3 petits, ta femme, tout ça, puis là, va relaxer. T'as 3 minutes, ça dure 3 minutes, 3 minutes, paraît-il, la pipe dans l'auto, là. Alors, c'est un relaxant. Pas pour rien qu'il y a des formes de prostitution qu'on appelle les salons de massage aussi. C'est la même chose. C'est que c'est vu comme étant, oui, effectivement. Et ça aussi, c'est dans l'idéologie, la mentalité populaire, que la prostitution, c'est comme un hobby, un lieu de détente pour les gars. Et on ne réalise pas assez qu'il y a des personnes humaines et qu'il y a une souffrance intérieure là-dedans, autant chez la personne qui peut se prostituer, parce que très souvent, moi je dis, les prostituées n'ont pas le choix d'être premier ministre aux prostituées. Hein? À un moment donné, on disait, bien, la prostitution, c'est des femmes très respectables, puis c'est des femmes qui doivent gagner leur vie comme tout le monde, ça c'est sûr. Mais je crois que si on leur offrait le même salaire pour faire autre chose, dans la plupart des cas,
elle le ferait. Bon, mais les salaires de président, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, bon, je sais. Il y a certaines... Je sais, mais c'est peut-être pas pour rien que la prostitution de rue, la prostitution de pipe, là, dont on parle, c'est pas à Westmount et à Outremont que ça se passe, c'est dans Hochelaga, Maisonneuve, dans le centre-sud, où il y a des femmes très, très pauvres qui joignent les deux bouts avec ça. Et ça aussi, il faut voir ça. Donc, c'est pas vraiment un objet, c'est pas vraiment... C'est un bien de consommation, mais derrière ça, il y a une misère humaine, tant du côté des hommes que du côté des femmes. Mais, ça semble tellement séparé. Vous êtes séparés tous les deux. C'est une femme, c'est un homme. Ça semble... La sexualité des femmes est très, très différente. Et ça semble... La sexualité des hommes, et ça semble incompatible quelque part. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je veux dire, je parle par rapport à la consultation. Oui. Quand je vois des couples qui m'arrivent, là, juste à leur voir les yeux, je le sais que ça va bien. Et puis qu'ils ont réussi. Non, il y a des couples qui vont bien. Ils ont réussi à être intimes, puis ils ont réussi. Parce que c'est dans le dialogue, dans l'engagement mutuel. À se comprendre, puis tout ça. Oui, mais quand tu il faut dis ça, accepter. Quand tu dis ça, c'est dans l'intimité. Tout ça, c'est des mots, là. C'est dans l'intimité, c'est dans l'engagement mutuel, tout ça. Alors que tu as le goût de faire l'amour, tu payes quelqu'un, 20 minutes après ou 3 minutes après, c'est fini, tu as eu ta satisfaction. Puis après ça, tu t'en vas voir ta femme. C'est ça qui est la facilité. Non, mais il y a peut-être un aspect, je ne sais pas, en fait, si Michel est d'accord avec ça, tu sais, quand on parle de sexualisation ou érotisation de. Sexualiser, la sexualisation de, c'est la transformation d'un acte ou d'un état émotif, même si la personne, il n'y a pas de sexualité explicite, dans un motif sexuel. C'est quoi qui sous-tend de vouloir avoir de la sexualité? Moi, je me suis fait dire en consultation, quand je me parle des hommes, quand je me sens angoissée, je m'en vais au salon de massage où il va y avoir de la sexualité. Donc, il sexualise l'angoisse. Ce qui sous-tend son idée de s'en aller au massage, c'est parce qu'il se sent angoissé. C'est pas parce qu'il se sent sexuel. OK. C'est pas de la libido, c'est pas du désir, comprends-tu? Ça non plus, on n'en parle pas souvent. On peut pas nier non plus, c'est une façon, la biologie humaine est faite comme ça. Quand on jouit, on sent une relaxation. Oui, mais là. je veux dire, tu peux choisir d'autres choses. Quelle que soit la façon, c'est sûr. Oui, je comprends, Michel, mais tu peux choisir d'autres choses. Oui, et c'est il y a du monde qui va me dire qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient, bon, ben ils vont se dépêcher pour avoir une relation sexuelle. Si tu peux te désennuyer autrement, mais on n'appelle plus ça de la libido, là. La sexualité on appelle plus ça du désir. Magique. Ben oui. C'est vu comme une solution magique, et je crois plus du côté des gars, si j'ai une relation sexuelle, je vais me sentir mieux après. Je suis pas sûr, moi, que c'est toujours le cas. Le gars qui donne une MTS, pour pas parler du sida, là, à sa femme à cause qu'il était avec une prostituée, puis pas protégé parce que c'est plus trillant, ben, je suis pas sûr que finalement, cette jouissance-là, ça ne sera pas une douleur. Et ça, on revient encore à cette espèce d'inconscience de ces hommes-là qui ne vont pas parler même du sida. Ils ne pensent même pas à ça. Non, non. C'est pour les autres. Parce que comme le montre la dramatique, c'est des bons gars. Un bon gars ne pense pas que le sida, c'est pour lui. C'est pour les gens qui ont des vies. On dira, c'est pour des gars qui trompent leur femme. Ils ne se voient même pas comme tromper sa femme. Ils se voient comme, c'est ça, il y a un délassement, un moment de détente. Comme quand... Et le gars, il est sincère quand il dit ça. Il est sincère, puis Comme quand tu vas manger au restaurant plutôt que l'ordinaire de la maison. Oui. C'est ça. Mais est-ce que tu la comprends, ma Patricia, d'être si renversée? C'est très menaçant pour les femmes, ça. Ce soir, il y a des femmes qui dormiront pas. Ben oui, moi, ça menace toutes les femmes. Tu te dis, mais tu sais, tout à coup, mon gars, qui est un bon gars, va voir les... toutes les femmes vont se dire ça. Ben moi, là, je suis biaisée pour dire que je trouve ça menaçant, parce que plus tu apprends sur la psychologie masculine, plus tu comprends. Pas nécessairement que tu vas justifier ça, mais tu le comprends. Tu dis, bon, ben c'est ça la réalité. C'est comme ça. Mais acceptes-tu? Mon chum, c'est un bon gars, puis toute l'affaire, puis tout ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, je me démolirai pas là-dedans. Okay. Moi, je n'irai pas me poser la question, est-ce que je suis fautive? Est-ce qu'il est frustré sexuellement, comme elle pense, là, elle, que si je donnais une bonne pipe, il n'irait pas voir. C'est très bien, André, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le ménage, la femme se dit, ça doit être de ma faute. Alors moi, je me dis j'ai peut-être pas fait quelque chose. Plus on connaît la psychologie masculine, et ça devrait être vice-versa, plus un homme connaîtrait la psychologie des femmes, peut-être qu'on va finir par s'entendre
à l'intérieur de toutes ces affaires-là qu'on va comprendre l'un de l'autre. Trouver les lieux de rencontre. Je crois qu'on insiste beaucoup sur les différences, mais il y a des similitudes. Je crois que les hommes et les femmes, on cherche le bonheur, on cherche une certaine complémentarité. Oui, mais si le bonheur, c'est avec ta femme puis tes enfants, puis que la sexualité, le fun, le kick, c'est avec une prostituée, comment veux-tu réconcilier ça? C'est ça, c'est pas... Tu sais, tu dis le fun, le kick, mais c'est pas vrai. C'est pas le fun puis le kick. Le gars va chercher d'autres choses quand il va voir une travailleuse du sexe. Qu'est-ce qu'il va chercher? Ben, dans ta dramatique, tu le montres. Il est très vulnérable avec elle quand il dit « je veux l'histoire de pleurer ». Il faut qu'il soit viril à la maison. Pourquoi il faut qu'il soit viril à la maison? On est au niveau du stéréotype, là. Parce que sa femme, qu'est-ce qu'elle penserait de lui s'il n'était pas viril? Peut-être que, bon, il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas, là, virilité, masculinité. Tandis qu'avec cette femme-là, il peut montrer qu'il est vulnérable. Ouais. Ça parle beaucoup de la vulnérabilité des hommes, la prostitution, dans le fond. C'est pas du sexe qu'il va chercher. C'est beau, ça, ce qu'il dit. C'est pas du sexe qu'il va chercher. Non. C'est pas seulement ça, en tout cas. Moi, je dirais pas que c'est pas ça, mais c'est pas seulement ça. C'est souvent une réassurance. Je suis un vrai gars, je peux être aimé, je peux être désiré. Oui. Parce que la femme, elle, là, est prête à lui dire n'importe quoi. Elle est prête à jouer son scénario de ce gars-là. C'est ça. Alors que dans la vie... Ça, c'est intéressant. C'est que là, en payant, tu trouves une fille qui est prête à jouer sans poser de questions, sans juger. Oui, ton scénario, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et ça, c'est rassurant pour le gars. Oui. Tu sais, quand, je me souviens pas, celle qui a passé avant, qui est travailleuse de rue maintenant, Guylaine. une ex-travailleuse de sexe, qui a dit qu'elle recevait des gars pour qu'ils voulaient se faire rassurer sur la mesure de leur pénis, là, tu sais, sur la grosseur de leur pénis. Ça m'a surpris que Donc, les hommes... au niveau de l'insécurité, il s'en va pas chercher du sexe. Il s'en va voir une femme qui se dit, elle en a vu d'autres, là, elle, hein? Elle va me rassurer, là, que je suis correcte, moi. Est-ce que ça m'a surpris quand elle a dit ça, je la crois tout à fait, mais ça m'a surpris. Est-ce que les hommes sont si inquiets de la grosseur de leur pénis? Ah oui. Ah, mon Dieu. Ah, oui, ça, c'est une chose qui revient tellement souvent, soit dans les recherches, les gars qui font de la consultation disent la même affaire. La virilité est beaucoup définie en termes de sexualité. Hein? Ce que tu fais, puis ce que tu as l'air. Hein? Remarquez, les gars, il faut être de plus en plus costaud. Un gars qui n'a pas de vie sexuelle, on va dire, mais c'est quoi ce gars-là, tu sais? Il faut être performant, baiser. Alors, il faut avoir le matériel nécessaire pour performer aussi. Et ça inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup les gars. Mais ils sont pas caves quand même, les gars, ils savent bien que si tu payes, la fille, elle va dire, mais oui, t'as le plus gros pénis du monde. Mais ils ne demandent qu'à embarquer dans le jeu. C'est ça. Pourquoi pas? C'est pas qu'ils sont pas caves, là. Ils ont besoin, ils sont pas caves. Non, ils sont pas caves. Non, ils se sentent insécures. Ils ont besoin de se faire rassurer. Okay, pourquoi pas pas embarquer dans le jeu, finalement? Ben oui, mais elle travaille pour ça. C'est ça. Je pense que personne n'est dupe là-dedans. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, Michel, que les hommes ont, depuis toujours, un peu moins maintenant, ont toujours payé. Tu payes rubis sur l'ongle, le gars, il sort son moton, il paye, il s'attend à un service. Salut, j'ai payé. Tu sais, c'est très mentalité. Ça dédouane de toute responsabilité. Ben oui, j'ai payé, donc c'est fini, j'ai eu mon service, bonjour, je m'en vais. Alors que dans un engagement véritable, le gars, il ne payerait pas, là. Enfin, normalement, non. Alors donc, il y a une différence à ce niveau-là. Et ça dédouane, c'est comme, je tourne la page, j'ai payé, j'ai eu ce que je voulais. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que quelque part, les femmes, on en parle là-dedans, n'aiment pas mieux une prostituée qu'une maîtresse? Tant qu'à choisir, avoir à choisir. Ben oui. Ben oui. Ben oui. La prostituée, tu sais, je veux dire... Parce que la maîtresse, il y a de l'amour. La maîtresse, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir un engagement, il y a une répétition, et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas un gars de pouvoir de retourner voir la même travailleuse du sexe, souvent. D'ailleurs, elle le dit, on devient amis. Il y apportait des choses pour avoir un emploi. Ça peut devenir comme une maîtresse. Ça peut devenir comme une maîtresse, mais c'est peut-être encore une fois, quand tu dis l'argent fait la coupure entre l'intimité, tandis que la maîtresse peut demander des choses. Travailleuse du sexe, elle demande rien. Et ça, c'est vrai pour la travailleuse du sexe aussi. Pour elle aussi, c'est l'argent, ça l'autorise à dire, c'est fini avec toi, là. Et ça aussi, c'est important pour elle. Est-ce qu'il y a de l'espoir que les gens que les hommes et les femmes, avec leur telle si grosse différence, finissent
par se rencontrer quelque part. Ah oui. Moi, je pense qu'il y en a de l'espoir. Moi, pour je l'an crois 2000. Que dans la majorité des cas, Dans l'an 2000. C'est pas loin, l'an 2000. Pas loin, là. pas loin. Dans l'an 2000. Je ne veux pas être positif à tout prix, mais je crois qu'il demeure que dans bien des cas, les gens finissent par se rencontrer, s'entendre, négocier leur scénario, leur intimité. On a vu un cas qui demeure un cas particulier, là. Mais bon, moi, je pense que j'ai fini ma fin. Bon, il y en a qui me la reprocheront. Moi, je voulais que vous, chez vous, vous réagissiez là-dessus. Je voulais pas que moi, je vous dise quoi penser comme fin. Ça pouvait bien finir, ça pouvait mal finir, elle pouvait partir. C'était pour moi poser un jugement. Je pense que chacun d'entre vous et chacun d'entre vous, vous allez discuter puis savoir qu'est-ce que vous feriez. Puis l'ouverture, c'est les mains. C'est de pouvoir en parler. C'est, j'espère, qu'ils vont s'en parler. Les deux personnages que j'ai créés. Oui. C'est pas impossible. Non. Sûrement que ça va déclencher des discussions, mais espérons que ça sera des discussions, pas de blâme, et puis pas d'accusation, puis pas de jugement, mais des discussions qui vont permettre de comprendre, de prendre conscience de comment je me sens, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. En tout cas, cette femme-là, elle est bien courageuse. On espère que Vincent en profitera. Oui. Merci beaucoup, beaucoup. Maintenant, je vais rencontrer Pascale Navarro, qui est une jeune féministe. Et puis, on va en parler avec elle. J'aimerais ça beaucoup connaître ses idées là-dessus. Tantôt. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir Pascale Navarro, qui est journaliste et féministe, pour avoir ton opinion sur les clients. D'abord, Pascale, de toutes les recherches que j'ai faites pour obtenir de la documentation sur les clients, j'en ai trouvé que dans les journaux féministes. Pourquoi, d'après toi? Bien, je pense que c'est parce que les féministes ont été parmi les premières, en tout cas, à oser aborder de façon vraiment ouverte, réellement ouverte, en utilisant les bons mots, le cliché de la bonne et la mauvaise fille. C'était les premières aussi, en faisant ça, qui ont expliqué, montré, démontré que la prostitution ou la pornographie ou n'importe quel métier du sexe, c'est pas juste l'affaire des femmes, c'est aussi l'affaire de celui qui est en face, qui paye pour le service. Okay. Je veux dire, ça, c'est commencer à responsabiliser un peu les hommes. C'est arrêter de penser qu'on est toujours au service d'eux autres pour n'importe quoi et qu'on ne demandera jamais de compte. Alors, je pense que c'est elles qui ont un peu, fait bouger ça. Mais ça n'a pas continué bien longtemps. Non. Toi, tu t'appartiens pas à aucun groupe, là. Bon, pourquoi tu te dis féministe? Qu'est-ce que c'est ton féminisme? Moi, c'est que toutes les femmes aient les mêmes droits que tous les hommes et qu'elles puissent exercer les mêmes droits que les hommes aussi. Parce qu'on les a, les droits, mais souvent, on ne peut pas les exercer à cause d'un tas de clichés puis d'habitudes, bon, que la société charrie, puis les femmes aussi en charrient. Donc, ça, c'est ma définition la plus simple du féminisme. Alors, en tant que féministe, est-ce que ça te choque que les femmes servent encore d'objets sexuels? Non. Ça te choque pas? Non, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que ce qui fait aussi partie de ma définition du féminisme, c'est que les femmes, en anglais, on dit « woman's body, woman's right ». C'est mon corps, c'est mon droit. Et je pense que les féministes ont fait l'erreur, à mon avis, d'avoir voulu parler pour toutes les femmes en faisant ces métiers-là, elles nous dégradent toutes, elles noircissent l'image de la femme. Bref, finalement, en dénonçant quelque chose, elles ont embarqué un peu dans le mythe aussi. Et moi, je trouve qu'en faisant ça, on n'a pas soutenu les femmes qui travaillent dans ce milieu-là et qui, parfois, auraient eu besoin de l'appui des féministes. Je vais vous donner un exemple. En 1989, il y a eu un reportage à la télévision sur les rafles de prostituées dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et à la télé, on a vu des prostituées se faire cracher dessus, se faire insulter. Tu sais, c'était vraiment, là, je peux pas le dire en ondes, ça se dit pas. J'ai vu ça, je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas une féministe, ou une femme, en tout cas, qui dénonce cette façon de les traiter? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été achaler les clients? Comment ça se fait que ces gens-là, les résidents qui étaient là, puis qui leur tapaient dessus, puis qui leur crachaient dessus, ne sont pas allés voir les clients? Pourquoi eux aussi font partie du désordre dans leur quartier? Pourquoi j'ai écrit ma dramatique? C'est que j'ai lu que la police de la CUM mettait des avertissements dans les
dans les pare-brises des autos aux hommes en leur disant « Attention, messieurs, peut-être vous allez vous faire arrêter. » Il les avertissait. Moi, ça m'a tellement choquée que j'ai décidé d'écrire sur le client. Mais moi, je trouve que il faut parler de ça parce que c'est... Je dis pas que c'est parce qu'il faut absolument arrêter la prostitution, arrêter ces métiers-là. Je trouve que c'est complètement idéaliste. Je veux dire, pour l'instant, ça existe, faisons quelque chose maintenant. Et ça, c'est un des aspects, justement, où s'il y avait un lobby un peu plus fort, je ne dis pas que toutes les féministes doivent travailler là-dedans, c'est pas ça. Chacune, ses préférences et tout. Mais je pense que s'il y avait quelques voix un peu plus hautes de femmes qui appuyaient ces filles-là, ces femmes-là, c'est pas toujours des filles, qu'on puisse leur donner toute la sécurité. Et bon, c'est vrai qu'elles prennent des risques dans leur métier. Ça, c'est une autre chose, on ne connaît pas ça. Mais je veux dire, on n'est pas souvent là pour les aider. Dans ces cas-là, personne n'a parlé. Un autre exemple, dans les cas de rafle aussi dans les bars pour le lap dancing, bon, souvent, c'est bien plus les filles qui sont arrêtées que les gars. Pourtant, bon, ils sont là aussi. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça que dans les lap dancing, là, on ne saura jamais lesquels messieurs sont là? Est-ce qu'il y a une conspiration de la masculinité pour cacher tout ça, alors que ce sont les filles qui sont embarquées, ce sont les filles qui vont qui sont arrêtées? C'est la grosse question. Je dirais pas qu'il y a une conspiration. J'aime pas tellement ce genre de terme-là, mais c'est vrai que... Inconscience, conspiration inconsciente. C'est que les lois favorisent... Tu sais, le droit criminel, là, ça favorise les hommes d'un bord comme de l'autre. Parce que dans le fond, quand on arrête une fille, ça fait seulement 10 ans que dans un article de loi sur la prostitution, qui entoure les activités de la prostitution, parce que la prostitution n'est pas interdite, mais tout ce qu'il faut autour pour le faire, c'est interdit. Bon, fait que comment veux-tu qu'elle travaille? Et ça fait seulement 10 ans qu'on considère l'homme, le client, dans la relation prostituée-client. Ça fait depuis 85 qu'on arrête les hommes. Avant, on les arrêtait pas. Peut-être, on les arrêtait, mais moins. On commence à réaliser que oui, effectivement, dans cet échange-là, il y a aussi un homme, il y a aussi un demandeur. Alors, il y a de l'offre et de la demande. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est une chose aussi que je voulais aborder par rapport à la dramatique, c'est qu'on dit, comment ça se fait que les gars sont capables de séparer sexe et amour? Mais je m'excuse, mais la prostituée aussi, elle sépare sexe et amour. Et c'est une femme. Et ça, je trouve que c'est un cliché qu'on tient un peu trop souvent sur les hommes et les femmes, sur la sexualité des hommes et des femmes. Je pense que si on les considère un peu plus comme égaux, c'est sûr qu'il y a des différences dans les deux sexualités, c'est évident. Mais sauf que, pour vous donner un exemple, dans cette dramatique-là, moi, je me suis demandé comment ça se fait qu'il y a, en 16 ans de mariage, il n'a jamais demandé de faire ça avant. La fameuse pipe, là. Comment ça se fait que tout d'un coup, là, il a envie de faire ça, puis c'est quoi, là? C'est quel mariage? C'est pas réussi, ce mariage-là. Ils n'ont pas pu s'en parler avant. Donc, leur problème était là bien avant. Mais comme dit André Matteau, c'est un problème d'intimité qui n'existe pas. Exactement. Exactement. Allons dans les couples, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'intimité. Peut-être, ça, c'est une autre grande question. Mais on était parti là, de la question de la conspiration, là, c'est ça. Moi, je trouve que ce que je peux dire, c'est que je trouve que les lois ne sont pas là pour aider les femmes, en tout cas. Et en tant que féministe, je trouve que c'est important que certaines appuient un peu les femmes de l'industrie du sexe. Et je dis l'industrie parce que c'est une industrie. Parce qu'on a beau vouloir que ça n'existe plus. On a beau vouloir dire que la pornographie, il ne faut plus que ça existe, ça dégrade l'image des femmes. En attendant, ça fait des milliards de dollars. En attendant, il y a des filles qui travaillent là-dedans et des gars aussi. Et qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben c'est ça. Pascal, qu'est-ce que tu... as-tu décidé? Ben, moi, ce que je pense... Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir le courage de soutenir des filles quand elles le demandent, parce que c'est pas nécessaire qu'il y ait un consensus, hein? On n'est pas obligé d'être pour ou contre ou tout le monde, bon. Mais quand tu as des filles qui veulent de l'aide, quand tu as des filles qui veulent qu'on les appuie, quand, par exemple, il y a des filles, en ce moment, il y a des femmes qui travaillent sur un projet de décriminalisation de la prostitution, je pense que là, les féministes doivent être présentes pour montrer que même si ce sont des femmes qui ne font pas les mêmes métiers que nous, elles ont droit à la même sécurité. Je veux dire, c'est dans la Charte des droits, ça, de pouvoir avoir une vie équilibrée, en santé, en sécurité et tout. Elles font des choix qui sont différents des nôtres, mais je pense qu'il est fondamental qu'on les appuie. Est-ce qu'elles les font? Est-ce qu'elles les font, les choix, vraiment? Je pense que oui. Je pense que elles les font autant que toutes les autres femmes dans la société les font ou ne les font pas. OK.
Je veux dire, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeunes qui décident de « Ah, tu sais, je vais aller travailler chez McDo pour 5 de l'heure. » Je veux dire, il y en a-tu qui ont le choix? C'est la même chose dans ce métier-là. Puis il y en a d'autres qui le font par choix, j'en suis sûre. Puis on s'était parlé de ça un petit peu. On se disait si l'égalité des femmes et des hommes était vécue vraiment à 100 Ça, c'est mes idées, c'est mes rêves de moi. J'ai le droit de rêver aussi. Hein? Oui. Bon, moi, je rêve de ça, d'une égalité totale entre les hommes et les femmes. Je suis sûre que je ne verrai pas ça, mais on peut rêver. Je suis une idéaliste. Et alors, à ce moment, beaucoup mieux quand même. On est beaucoup mieux. Mais alors, je pense qu'il n'y aurait plus de prostitution. Parce que là, moi, je ne suis pas convaincue. C'est drôle, hein? Je ne suis pas encore... Peut-être parce que je suis devenue... je ne sais pas. J'ai peut-être trop... Moi, je pense que non. Je pense qu'il y en aurait toujours. Je pense qu'il y aura encore des femmes qui choisiraient de faire ça, puis des gars qui choisiraient de faire ça. Mais peut-être que ça se ferait plus de la même façon. Bon, moi, c'est ce qui me trouble beaucoup, là. C'est que quand tu lis, par exemple, qu'en Russie, alors que, bon, l'URSS n'existe plus, que la prostitution est devenue la façon... Oui, mais c'est facile. Oui, c'est facile, mais je trouve ça d'une tristesse je énorme. comprends, je trouve ça d'une tristesse. Moi aussi. Je trouve ça révoltant. Révoltant que ces filles-là n'aient pas le choix de faire autre chose. Comprenez-vous? Elles ont pas le choix. Non, je ne blâme pas du tout les filles. Non, je sais bien, mais que tout de suite, ce soit la façon la plus facile, de servir les hommes. Ah, moi aussi, je trouve ça... une autre chose que je trouve aussi révoltante, c'est, par exemple, le tourisme sexuel en Asie. On ne s'est jamais posé la question comment se fait qu'un gars va dépenser 1 000 $ ou 2 000 $ pour une semaine pour aller coucher avec des enfants de 12 ans et 10 ans et 9 ans, plus ils sont jeunes, moins ils sont susceptibles d'avoir le sida. On se la pose-tu, cette question-là? Bon, et on espère toutes que c'est pas quelqu'un qu'on connaît qui va là. Ben oui, ça, effectivement. Mais bon, ça, la comparaison s'arrête là parce qu'il n'y a aucune commune mesure. Les femmes dont on parle en ce moment, ce sont des femmes qui ont 18 ans et plus, en général, et qui sont conscientes de ce qu'elles font. Mais je veux dire, ça, ce sont des questions. Tu sais, la misère sexuelle, c'est d'abord la misère sociale. Et je pense que des femmes qui peuvent pratiquer un métier du sexe, c'est être très heureuse ou moyennement heureuse, mais comme dans n'importe quel métier. Alors, tu voudrais quoi? Qu'on leur donne la parole à ces femmes-là? Moi, je trouve que ce serait... oui, effectivement. Je trouve que c'est quelque chose qui manque. Celles qui veulent parler, en tout cas, on devrait pouvoir les entendre. Puis, confronter nos différences, confronter nos préjugés, parce qu'on en a beaucoup. Elles en ont beaucoup envers nous, et nous, on en a beaucoup envers elles. C'est très difficile pour des femmes de regarder, par exemple, tu es avec ton mari, tu es au bras de ton mari, puis tu vois passer une prostituée. C'est ce que tu offres à ton mari gratuitement et avec amour, elles le vendent. Les femmes ont un peu, je te dis là, ce qui se passe dans la tête, là, les femmes sont un peu gênées de regarder. C'est un peu une rivale, c'est un peu... c'est difficile pour les femmes. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, en tout cas. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. On se détourne la tête, on regarde ailleurs. Mais je pense que c'est quelque chose de nous qu'on ne veut pas voir. Moi, je vous dis, c'est un peu ça que j'ai eu comme sensation quand j'ai vu la dramatique. Je me suis dit, tiens, s'il fallait que je confronte cette partie de moi, mon chum me demanderait, mettons, de faire des trucs complètement flayés que j'ai jamais fait ou quoi. Il va me confronter à mes propres peurs, mes propres préjugés. Ben non, voyons donc, je ferais pas ça, ou oh, oui, j'ai le goût d'essayer, tu sais. Mais il nous confronte à nos propres peurs. Mais tu sais, le débat qu'il y a toujours quand il s'agit de la prostitution, c'est le débat, est-ce qu'on doit légaliser ou est-ce qu'on doit ouvrir des maisons closes? Moi, un jour, j'étais en Hollande et puis on est passé en bateau près du fameux quartier. Ça m'a tué de regarder des femmes en vitrine. Ça m'a tué. Oui, c'est pas jojo. Moi, ça m'a fait... Et c'était pas de la pitié que j'avais pour elle. Je me disais, mais c'est pas... Je voudrais pas que ma fille soit là. Je voudrais pas être là. On voudrait pas être en vitrine comme un gâteau au chocolat, tu sais. Alors, je pense pas qu'il faille ou légaliser ou... En tout cas, une chose est certaine, c'est que la légalisation, ça fait encore dépendre les femmes du code criminel et à mon avis, c'est une erreur. Je ne pourrais pas vous donner tous les détails ou vous allez probablement rencontrer des femmes qui le feraient mieux que moi, mais je pense qu'en sortant la prostitution, en sortant le code criminel des métiers du sexe, on commencerait déjà à avoir un peu de solution, c'est-à-dire à être un peu plus malléable. Tu m'as beaucoup troublée parce que, bon, tu t'apportes des idées autres que j'ai et puis tu m'as surtout dit, on ne donne jamais la parole aux travailleuses du sexe. Alors, je vais t'annoncer que la semaine prochaine, je vais les inviter. Elles seront ici en studio.
pour s'exprimer, pour qu'on les écoute, on sache qui elles sont et qu'est-ce qu'elles veulent. Oui, je pense que ça, c'est surtout ça qu'il faut... C'est surtout ça qu'il faut entendre. Qu'est-ce qu'elles veulent pas, puis aussi ce qu'elles attendent des autres femmes. Je pense que ça, c'est important. Et ce qu'elles attendent des hommes, peut-être, aussi? Elles l'ont déjà par... Je sais pas, c'est une bonne question. C'est vrai, il faudrait leur poser. Qu'est-ce qu'elles attendent des hommes, peut-être, aussi? Oui. Tout à coup, ça leur tente d'avoir aussi du respect, je sais pas. Oui, comme a fait Sylvie Drapeau dans la dramatique. Oui. Ouais, elle a pris une initiative différente, puis elle a surpris tout le monde. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était un beau personnage à cause de ça, parce qu'elle change tout, elle, finalement, à la fin. Ça me tente d'être autre chose qu'un corps, là, tu sais. Oui, je pense que c'est le fun. Les faire parler de ça, les faire parler aussi de leur vision de la sexualité. Ça, je pense que c'est vraiment le bobo. Mais tu m'as donné, moi je suis toujours ouverte aux idées. Je te remercie de m'avoir donné c'est toi qui m'as donné cette idée-là de les inviter. Et merci d'être venu me donner ton point de vue. Mais ça m'a fait plaisir. Merci, Pascal. Merci. On s'arrête quelques secondes et on revient. La sexualité, c'est la zone la plus sombre de l'être humain, la plus mystérieuse aussi. Et je sais que ce soir, que demain, après-demain, lundi au travail, vous allez en discuter. J'ai écrit pas de chèque, pas de bec pour ça, exactement pour ça, pour que les couples s'en parlent, pour que les filles entre elles s'en parlent. Et je vous demande la semaine prochaine d'être là pour écouter ce que les travailleuses du sexe, ou les prostituées, si vous voulez, nous disent exactement ce qu'elles attendent de nous, les femmes, ce qu'elles attendent des hommes, ce qu'elles attendent de la société. Alors, je vous demande d'être là aussi pour les écouter. Personne avant a voulu les entendre. Eh bien, nous, on va les entendre, on va les écouter et essayer de les comprendre. À la semaine prochaine, sans faute. Bonsoir et merci d'être là depuis 9 heures. Merci. Au revoir. La petite voleuse, un film de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg à voir à cinéma demain à 23h. À Cinémotion, dans quelques instants, une compagne pour Noël avec Jason Robard. Il faudrait que vous ayez connu les Marx Brothers. Vous n'en avez jamais entendu parler? Bon, à part ça, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Kandinsky, j'ai pris une bonne décision, je crois. Je me suis dit que quand on passe la chance, il faut la saisir. Ah, ça y est, il a fini par se décider. J'étais sûr que ça arriverait un jour ou l'autre. Charlotte peut être une femme d'intérieur modèle. Et je suis certain... Ah, non, il ne s'agit pas de Charlotte, monsieur. C'est autre chose. Plus tard, pour Charlotte... Oui, je voudrais reprendre la succession. Ici, au magasin? Ah, bien sûr, je m'y connais en livre ancien. Je pourrais reprendre votre clientèle. Monsieur Blake... J'en ai assez de travailler pour un patron inconnu. Et moi, au moins, je connais déjà les habitudes de vos clients. Soyez tranquille, je ferai exactement comme vous. Je vous ai bien observé. Je sais comment opérer, je crois avoir l'amour des beaux livres, alors... Oh, ça, je n'en ai jamais douté. La clé du succès, c'est surtout de choisir un métier qui plaît et avoir de l'enthousiasme. Excusez-moi. Hey,
Non, édition épuisée. Alors vous me céderiez votre librairie? À vous, oui, sans hésiter, plus qu'à n'importe qui. Mais je ne la céderai jamais à personne. À qui que ce soit. Jamais. Il n'en est pas question. Pourquoi? C'est une espèce de secret. Écoutez, j'ai confiance en vous et je vais vous le dire. Venez, venez. Asseyez-vous. Normalement, je ne dois pas boire d'alcool, mais pour des occasions importantes, j'en prends toujours un peu. Juste une goutte. Ça suffit. Avez-vous déjà entendu parler de Bugsy Steiner? Ah. Attendez, ce n'était pas un gangster assez connu? Il n'avait rien d'un gangster. Un bootlegger, oui, ça, il l'était. Mais un bootlegger honorable. C'était une idole de ma jeunesse. Bugsy Steiner a été un des grands princes de Chicago. Et cette librairie, justement, garde le secret de la fortune de Bugsy Steiner. Et puis, une fois que les forces de police ont été retirées du secteur, il a sorti ses camions et il a retraversé la frontière. Il a revendu tout son alcool en moins d'une semaine. Non. Si, qui aurait jamais cru qu'un curé et 2 sœurs livraient de l'alcool à plein camion aux boîtes les plus réputées de la ville. Ah, ils n'ont jamais rien vu. C'était quelqu'un, ce Bugsy Steiner. En fait, il était toujours avant tous les autres. Il avait tout le temps une longueur d'avance sur ses concurrents et 2 longueurs sur la police. Jusqu'à la nuit où quelqu'un a réussi à le descendre. Il a été tué ici, au sous-sol. Oui, c'était ici. Bon, il est tard et je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Alors, je reconnais que votre histoire est... C'est amusant de penser que ce lieu, si plein de culture, a été auparavant une boîte de nuit. Mais ce n'est sans doute qu'une légende. Je suis persuadé qu'il en court des dizaines de ce genre à Chicago. Une légende? Comment ça, une légende? Suivez-moi. Venez, ce couloir nous mène à l'endroit fatidique. Dans le temps, ces caves faisaient partie d'un grand hôtel. Oh, je sais bien, en ce temps-là, vous n'étiez pas né. Steiner, lui, habitait ici. C'était pratique. Quand la police le cherchait, il sortait par les sous-sols. Attention ici, hein. Attention. C'est un vrai labyrinthe. Oui, et encore, vous ne connaissez pas tout. Venez, venez. Et ne croyez pas que j'ai montré ça à des tas de gens. Uniquement aux futurs membres de ma famille. Et encore. Apportez-moi le sac, là. Il est plein de briques. En un certain sens, oui. Regardez. C'est pas vrai. C'est de l'or. Vous pensez bien que si ça n'en était pas, nous ne serions pas là. Cet or est là depuis plus de 50 ans. 1929. Ce sont les modestes économies d'un commerçant honorable. En un certain sens. Alors, vous la croyez, la légende, Monsieur Blake? Est-ce que vous saisissez pourquoi je tiens tant à garder le commerce des livres? Ça représente une vraie fortune. Oh, et encore, ce n'est rien, ça, rien du tout. Je peux vous garantir que là, derrière, un coffre est scellé derrière la muraille et que des millions de dollars sont encore dedans. Des centaines de lingots, des centaines. Un de ces jours, il faudra que j'aille voir ça de plus près. Vous n'avez encore jamais essayé? Pourquoi? J'en ai bien assez avec ce qu'il y a ici. Ah, bien sûr, c'est vrai, mais pour quelqu'un de plus jeune, de plus
qui voudrait se lancer... Dans l'existence. Voilà. Il faut d'abord envisager un moyen de percer le mur de briques. Ça ne va pas être bien difficile, je suppose. Oh non, c'est sûrement très facile. Ah, monsieur Blake, la jeunesse est impatiente. Je n'ai pas le temps d'écouter des contes de fées. La situation est sérieuse. Je suis arrêté dans mon élan par un vieillard à tête de mule. Je veux que vous me disiez où il en est. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu tous ces lingots dans la cave. Il y en a pour des millions. La librairie, ça n'est rien du tout. Les lingots d'or, ça, c'est autre chose. Si je ne réalise pas ce projet tout de suite, la banque va me lâcher. Il me faut du liquide le plus vite possible, Blake. Le plus vite possible, vous entendez? Ou alors, nous sautons. Je peux dire une chose, c'est que quand vous êtes décidé, vous, personne ne peut vous arrêter. Oh, ça fait un an au moins que j'essaie de vous inviter à dîner au restaurant. Alors être là ce soir avec vous n'a rien d'un exploit. Ah oui, je dois reconnaître que ça a été un peu long. Ça, c'est vrai, mais c'est bien agréable. Je ne sais plus très bien où j'en suis. J'ai appris tant de choses depuis quelques heures. Mon père, je sais. Est-ce qu'il ne serait pas allé jusqu'à vous parler de Bugsy Steiner, le gangster? Mais oui. Et vous avez avalé ça, mon pauvre ami. Lorsque j'étais encore toute jeune, je suis descendue avec lui dans la cave du magasin. Et là, il m'a parlé du temps où régnait la prohibition. Du temps où Bugsy Steiner faisait la loi dans les boîtes de nuit de Chicago. Avez-vous jamais entendu des histoires pareilles? Non. Je me souviens même qu'un jour, récemment, il m'a montré une sorte de plan qui disait où est caché le reste de la fortune de son héros. Eh ben, dites donc. Et est-ce que... vous savez où il a mis ce plan? Bien sûr que je le sais. Il est glissé dans l'édition originale de L'île au trésor. L'île au trésor? Alors, comme ça, tu veux lire L'île au trésor, Missy? Oh oui, monsieur Kandinsky. Il paraît que c'est très beau. Ah oui, mais c'est un livre de prix, tu sais. Oh, mais j'ai de quoi vous le payer. J'ai apporté tout ce que j'avais. $1, ça vous irait? Écoute, Missy, à ce prix-là, c'est vraiment un petit cadeau que te fait la maison. Ça vaut beaucoup plus. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je te le laisse pour rien, à condition de promettre que tu le rendras dès que tu l'auras terminé, d'accord? Entendu, monsieur Kandinsky. Bon, Alors, tu l'as eu? T'es une bonne petite fille. Attends. Voilà ton $. Quoi, mon $? Ce livre-là vaut plus $1. Missy, on avait dit $1. Alors n'essaie pas de tricher. C'est une édition originale, monsieur Blake, et ça coûte très cher. Ça m'a coûté $10. $10, tu plaisantes? Enfin, c'est pas vrai, tu l'as pas payé ce prix-là. Bon, reste. Je vais te les donner, tes $10. Tiens, les voilà. Merci. Il en manque un. Ah, excuse-moi. Je l'ai jamais lu, ce livre, L'île au trésor. Je crois que ça me plairait. Ce serait gentil de me le rendre. Non, je suis formel, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il est certain que je ne parle pas pour le plan lui-même, bien sûr. Je parle seulement de son support. C'est un excellent vélin fabriqué à Chicago. Cette maison a fermé en 1932. Ce qui veut dire que le plan est encore plus ancien. Oh, ça ne fait aucun doute, au moins bien sûr qu'il n'y en ait eu en stock. Eh bien, merci, monsieur Hackett. Merci 1000 fois. Vous nous rendez un service appréciable. Oh, mais c'est avec plaisir, monsieur. Si un jour vous avez besoin de moi, je suis souvent en voyage. J'ai un secrétariat. En cas de besoin, nous appellerons la Société de recherche historique. Merci. Au revoir. Merci. Nous irons ce soir. Nous? Non, attendez. C'est par là. En principe, c'est là. C'est un vieux mur. À deux, on en aura pour 10 minutes. Bon, allons-y, Blake. Nous avons le temps. Vous mettrez 20 minutes, seul. À vous l'honneur. Je tiens la lampe.
mur est plus récent. Eh bien, allons-y, du courage, le plus gros est fait. Attention à vous, monsieur Geltorf. Bon, ça suffit. On doit pouvoir passer. Tenez ça. Venez, donnez-moi le nom. Allons, pressez-vous, mais... On ne fait pas un geste, attention. Jones, que faites-vous ici? Vous connaissez ce monsieur? Évidemment, je le connais. C'est mon patron, monsieur Geltorf, mon patron. Alors, félicitations, cher monsieur Geltorf. Vous voilà devenu casseur de banque. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un correspondant inconnu a appelé la police ce soir. Je savais que vous aviez besoin de liquide, mais de là à percer un mur... Emmenez-les, nous verrons plus tard. Bugsy Steiner a mis toute sa fortune ici. Cet or est là depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce que c'est beau. Ça brille, monsieur Kandinsky. Grâce à ton aide, ce trésor est en sécurité, Missy. Pourtant, j'aurais juré que les indications du plan mèneraient au trésor. Elles y conduisent. J'ai seulement fait une légère modification pour que nos amis se retrouvent juste à côté de ce coffre-fort, à l'intérieur de la banque. À ce soir au dîner, papa. Il y a une chose que je trouve étonnante, monsieur Kandinsky. Quelle chose? Raconte-moi ça. Comment ça se fait que vous connaissez tous ces détails-là? Bugsy Steiner me disait tout. On était des amis intimes. C'était la prohibition à cette époque-là. Mais les choses ont changé. Et après 1932, la loi sur la prohibition n'a pas été reconduite. Le monde est devenu différent. Et votre ami a été tué? Et pas tout à fait. Le patron d'une autre bande a réussi à découvrir cette montagne d'or. Bugsy l'a descendu un soir. Ça s'est passé très vite, à 2 pas d'ici. Et alors Steiner a fait en sorte qu'on croit que c'était lui qui s'était fait tuer. Et il a commencé alors une longue et agréable retraite sans souci matériel. Bugsy Steiner est toujours en vie. Je peux t'en donner l'assurance. Quelqu'un m'a dit qu'il tenait une librairie quelque part à Chicago. Monsieur Kandinsky. Nous essaierons la prochaine fois d'être aussi impertinents qu'aujourd'hui. Ne manquez surtout pas de nous regarder. Au revoir. La guerre de 39-45 a changé l'ordre mondial. Les empires coloniaux européens ont dû se défaire de leurs colonies. Des dizaines de nouveaux États africains sont ainsi apparus sur la carte au début des années 60. Mais avec leur nouvelle indépendance, ces peuples n'ont pas trouvé la paix. Les colons ont laissé leur pays dans un état lamentable. Un cas tragique est celui du Congo belge, devenu le Zaïre, et de son premier leader, Patrice Lumumba. 1960, un télégramme secret arrive à Washington. Il concerne Patrice Lumumba. Quelques jours avant que ce film ne soit tourné, cet homme était leader de son peuple. Il est, pour beaucoup d'Africains, le symbole de l'émancipation face au pouvoir blanc.
sommes au Zaïre, qui est alors une colonie belge, le Congo. Rappelons que la colonisation du Congo, puis son administration, ont été une des plus dures et des plus paternalistes de l'histoire africaine. Le Congo était le pays le plus industrialisé d'Afrique, mais les Congolais n'avaient aucun droit politique. Le roi Baudouin, le roi des Belges, s'est déplacé au Congo pour mesurer l'importance de la crise qui s'annonce. Dès 1956, les forces politiques s'organisent au Congo avec Joseph Kasavubu, qui deviendra le premier président de la République congolaise. Janvier 1960, Bruxelles. L'indépendance est fixée au 30 juin 1960. Pour Patrice Lumumba, c'est la victoire. Le Congo est en fête. Des élections ont lieu quelques semaines avant l'indépendance. Patrice Lumumba devient Premier ministre. Son triomphe sera de courte durée. Il n'aura plus que 200 jours à vivre avant d'être assassiné au Katanga. Le jour de l'indépendance, devant le roi Baudouin, Lumumba prend la parole. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Ce discours va allumer la haine et la rancœur chez les nostalgiques de la colonisation. Malgré l'indépendance, les Belges sont bien décidés à ne pas céder leur pouvoir et des incidents vont le révéler. Très vite, la situation va se détériorer. Vengeance ou provocation, des massacres de Blancs vont entraîner l'intervention des Belges. 10 000 parachutistes blancs sont envoyés au Congo. Dès le 12e jour de l'indépendance, la Belgique favorise ouvertement la rébellion, puis la sécession de la province la plus riche du Congo, le Katanga. Le 13e jour de l'indépendance, le gouvernement congolais fait appel à l'ONU, qui favorisera aussi la sécession du Katanga. Ne voyant pas d'autre issue, Lumumba fait appel à l'Union soviétique. Le 20e jour de l'indépendance, l'ambassadeur américain au Congo alerte Washington. Il faut neutraliser Lumumba. Mobutu, avec l'armée congolaise, intervient rapidement. Lumumba est arrêté, battu, et on l'oblige à lire sa déclaration de démission. Il est emprisonné et Mobutu le livre à ses pires ennemis, les sécessionnistes du Katanga. Mobutu prend le pouvoir, Lumumba est exécuté le 17 janvier 1961. Mosaïque de l'histoire de l'humanité. C'est ça, la passion de l'archéologie. La série Archéologie, lundi, 20h. La Seconde Guerre mondiale a marqué toute une génération. À travers les lettres qu'ils adressaient à leur famille, et grâce à des documents d'archives troublants, vous serez témoin de l'implication de milliers de soldats canadiens dans ce terrible conflit. Le prix de la liberté, les lundis, 21h. Qu'à un moment donné, passe dans des individus, mais ça dépend pour moi beaucoup plus de ce que j'appellerais la mémoire profonde, c'est-à-dire la mémoire familiale et la mémoire collective. Et un écrivain, pour moi, que ce soit comme Michel Tremblay, par exemple, qui est un grand écrivain québécois, ou d'autres, ce qu'ils écrivent, pour moi, est en fonction du réservoir qui est leur mémoire familiale et collective. Sans cette mémoire familiale et collective, pour moi, un écrivain est souvent ce qu'on a connu au Québec avant la Libération. C'est un écrivain qui écrit au compte-gouttes, fait quelques livres, généralement est plutôt porté à la maladie qu'à autre chose, et puis qui donc est centré sur un petit univers très petit, tandis que le type d'écriture que moi j'aime, c'est celui qui fait appel à tout ce que je viens de dire. Oui, parce qu'il y a des écrivains qui s'isolent toute leur vie et qui font aussi une œuvre, parce que
parce qu'au fond, leur pays est intérieur. Oui, je ne fais pas de rapport, par exemple, je dirais, comme on dit maintenant aujourd'hui, qualité-prix en fonction de ça. Pour moi, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que, pour moi, il y a des écrivains que j'aime beaucoup, qui écrivent un livre à tous les 5-6 ans, et je traite bien fort quand j'ai lu, puis je trouve ça bien qu'ils écrivent qu'à tous les 4 ou 5 ans un bon livre. Avez-vous l'impression, vous, d'avoir trop écrit à un moment donné? Non, moi, je pense pas, parce que quand je suis entré en écriture, quand j'ai décidé que j'écrirais, je trouvais qu'il y avait plein de choses dont on n'avait jamais parlé en littérature québécoise. Par exemple, au début, quand j'ai commencé à écrire dans les années 60, tout le thème de la sexualité, par exemple, était un thème tabou dans la littérature. L'exemple qui me revient toujours à l'idée, c'est Le libraire de Gérard Bessette, un libraire amoureux de sa logeuse. Et puis, alors, c'est la scène pré-amoureuse. Et ensuite, on les voit monter l'escalier, la porte de la chambre s'ouvre. Ils entrent dans la chambre, tu dis, il va se passer quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Il n'arrive rien, la porte se referme, chapitre suivant, ils sont là le lendemain matin au petit déjeuner. Puis je me dis, les gens passaient quand même 8 heures dans cette chambre-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais on peut l'imaginer, le lecteur est là pour l'imaginer aussi. Oui, le lecteur est là pour l'imaginer, mais je trouve qu'il peut l'imaginer également si on l'écrit soi-même ou si on va plus loin aussi soi-même. Alors, de sorte que dans mes premiers ouvrages, j'ai beaucoup insisté sur le côté sexualité. Alors, il y avait pas mal de bébites qui sont sorties, si je peux dire. J'allais le dire, vous cherchez vous-même aussi à travers ça. C'était votre propre sexualité que vous interrogiez tout de même. Sa propre sexualité, celle des autres aussi. Je pense que c'est l'un et l'autre. Hein. Je pense pas que Michel Tremblay, par exemple, en écrivant ses romans, a interrogé que sa propre sexualité, il a interrogé celle des autres. C'est de même à tous les niveaux d'un roman ou du roman ou de la littérature ou de l'écriture. Et puis, je pense que ça fait partie du travail de l'écrivain de le faire. Et ça fait partie du travail de l'écrivain que de pouvoir écrire des romans et d'écrire aussi des téléromans. Vous ne trouvez pas, je sais que vous avez déjà dit qu'il n'y avait pas de différence pour vous entre le romancier et l'auteur de téléromans. Ben moi, je pense que ça, c'est un tout. Moi, à un moment donné, j'ai lu, peut-être quand j'avais 17-18 ans, Situation de Jean-Paul Sartre. Puis dans un de ces textes-là, Jean-Paul Sartre disait l'écrivain moderne doit occuper tous les champs du discours. Et je trouvais ça très valable, c'est-à-dire que Sartre s'est essayé à faire du cinéma. Par exemple, dans son cas, ça n'a pas marché, mais je trouvais ça normal et logique, surtout que moi, quand j'ai laissé l'école et tout ça, j'ai travaillé dans une banque, puis ensuite dans un poste de radio, puis j'écrivais des commerciaux, imaginez. Et puis après ça, j'ai écrit, j'ai fait du journalisme, et puis j'écris pour la radio, j'écris pour la télévision, je fais un peu de polémique de temps en temps, etc. Et je trouve que ça fait partie, en tout cas, de mon univers à moi, j'appelle mentalement, il me semble que je suis guéri pour occuper ces champs-là. Oui. Et je trouve ça fascinant parce qu'à un moment donné, quand j'avais fini un téléroman, par exemple, dans lequel j'avais mis 3 ans ou 4 ans, j'avais écrit 7-8 000 pages, parce qu'un téléroman en 3 ans, ça représente à peu près 8 000 pages de texte. Et puis là, tout à coup, vous vous retrouvez tout seul dans votre petite page blanche, et puis vous dites, comme j'ai fait pour Le Jugement de la nuit, là, je me paie 2 mois de vacances, j'appelle, je lâche mon foulousse, j'ai plus de contraintes, j'ai rien, j'écris le roman qui me tente d'écrire. Et puis là, c'est très libérant, puis c'est très sain. Et puis ensuite, quand vous revenez au téléroman, vous avez comme une libération nouvelle vis-à-vis de ça. Ça veut dire que les contraintes vous achalent moins, ne vous dérangent plus. Oui. Au fond, vous n'avez jamais le sentiment de travailler, quelque part. Non, moi, pour moi, l'écriture, c'est pas un travail. C'est-à-dire, l'écriture est une discipline, oui. Pour écrire, contrairement à ce que bien des gens pensent, il faut être en forme. C'est toutes des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de boire, d'ailleurs. Pour rester en forme. Parce que vous sentiez que c'est ça que vous mettiez en péril, ce que vous aimiez le plus faire. Puis j'ai vu trop de gens d'à peu près de mon âge, de ma génération, y compris mon propre traducteur qui est mort d'avoir trop bu. Dans la quarantaine, j'ai dit, ça m'intéresse pas que ça arrive quand même que j'aurai 55 ans ou 60 ans. C'est pas ça que je veux faire. Oui. Quand on lit Monsieur Voltaire, qui est le livre dans lequel vous avez raconté à la fois la vie de Voltaire et votre propre cure, c'est ça, de désintoxication, quand on referme le livre, on se dit que vous avez une volonté de faire. Parce que vous avez arrêté de... Évidemment, vous êtes passé par la désintoxication, il fallait. Mais la plupart des gens qui arrêtent de boire après avoir bu comme vous buviez sont obligés d'avoir de l'aide, sont obligés d'aller soit dans les alcooliques anonymes, ce qui n'est pas votre cas du tout. Donc vous avez, au fond, ça repose sur votre volonté. Pardon. C'est certain. Vous avez dû découvrir, une fois cela terminé, la force que vous aviez et que peut-être vous n'imaginiez pas aussi grande. Oui, mais de l'autre côté, je trouve pas... ce qui est difficile, c'est de prendre la décision, comme dans n'importe quoi, d'ailleurs. On pourrait
mettre ça à tous les niveaux, puis c'est la même chose, c'est de prendre une décision. Une fois qu'on a pris la décision, le reste vient quasiment de soi-même. Évidemment, faut pas charrier non plus puis dire que c'est facile une fois la décision prise. Oui, ça prend pas mal d'entêtement. Moi, je me souviens qu'une fois ma cure terminée, j'ai dit aux gens, bon, moi, j'ai fini, je m'en vais chez nous, à Trois-Pistoles, je m'enferme chez nous, puis je fais ma job d'écrivain. Ils m'ont dit, allez pas à Trois-Pistoles toute seule, voyons aller vous enfermer là, vous ferez pas 15 jours, puis on va vous revoir ici. J'ai dit, non, moi, je vous donnerai pas de nouvelles avant 2 ans, parce que vous dites que vous croyez personne avant 2 ans. Dans 2 ans, je vous en donnerai. En avez-vous donné? Parce que ça fait un peu plus de 2 ans. Et je vais faire ça cette semaine, pas avant, parce que je voulais pas le faire avant. Mais je pense que c'est possible. Oui, ça demande de l'entêtement. Il faut être obstiné. Bon, c'est une qualité que je tiens de ma famille, parce que mes parents l'ont été, puisqu'ils ont eu 13 enfants, puis comme on dit, ils ont rendu dans leur grosseur tous les 13. Ça prend de la détermination pour faire ça. Oui, et pour se sortir du groupe, parce que vous êtes le 6e, je crois, donc vous êtes en plein au milieu, pour s'affirmer au milieu de cette tribu d'enfants, il faut aussi avoir de la détermination. Oui, c'est-à-dire que ça dépend encore là de bien des choses. Évidemment, surtout à l'époque, vous étiez le 6e d'une famille de 13, vous êtes au milieu de la famille. C'est une chance d'être au milieu de la famille pour moi. Pourquoi? Parce qu'on passe inaperçu? Oui, d'une certaine façon. On devient très indépendant vite, parce que d'abord, une part, vos frères aînés, vos sœurs aînées ont mangé les mauvais coups, parce que l'éducation, même les parents, il faut qu'ils l'apprennent. Bon, et quand ils arrivent au milieu, il y a déjà les plus jeunes derrière dont on s'occupe beaucoup, parce que c'est comme 3 générations à l'intérieur de la même famille. Donc, vous êtes au milieu, vous passez un peu inaperçu, c'est-à-dire que même vos frasques, vos petites frodernes et tout ça, on y porte moins d'attention parce qu'il y a eu les aînés, puis il y a ceux qui viennent ensuite. Oui, mais est-ce qu'on manque de l'affection particulière de la mère, par exemple? Parce qu'une mère qui a 12, 13 enfants ne peut pas prendre ses enfants sur ses genoux, non, je pense que mais je pense que quand on est 13 enfants dans une famille, peu importe le rang qu'on occupe dans la famille, on doit toujours penser qu'on manque un peu d'affection, parce que c'est évident que quand ma mère avait ses 13 enfants, qu'elle faisait la cuisine tous les jours, qu'elle faisait les repassages, le lavage, qu'elle cousait, qu'elle faisait le savon, qu'elle faisait tout, là, elle n'avait pas le temps, j'imagine, de s'occuper des besoins particuliers à chaque fois que ça se présentait. Mais d'un autre côté, je pense que ça fait des gens peut-être avec plus d'entêtement, comme vous disiez, plus d'obstination, plus résolus, plus déterminés aussi. C'est peut-être pas mauvais, au fond, que le cocooning qu'on pratique aujourd'hui et qui fait, dans bien des cas, des enfants absolument exécrables. Oui. Le personnage que vous vous êtes composé et qui est encore là un peu, parce que vous portez toujours le chapeau, vous cachez derrière une barbe, est-ce que c'était pas un personnage un peu du passé de Lévi Beaulieu? Ah ben moi, vous savez, c'est certain d'une certaine façon, mais j'y tiens aussi. Avez-vous oublié ce que vous avez l'air sans barbe? Non, moi, je ne l'ai pas oublié, je le sais très bien, mais moi, évidemment, la littérature que j'ai préférée dans ma vie, les personnages qui ont fait de la littérature que j'ai préférée, c'est ceux du 19e siècle. C'est Théophile Gautier qui se promenait avec son jabot rouge et tout ça, puis qui en mettait plein la vue. C'est Balzac et ses 3 mentons et sa tête un peu spéciale. Là. Et c'est Victor Hugo. C'est tout ce monde-là qui étaient des écrivains, mais en même temps se considérait comme un peu comme même des personnages. Je trouve que c'est pas mauvais. Moi, alors, c'est un peu de mimétisme physique, c'est ça? Oui, mais moi, je suis un écrivain qui croit ça, au mimétisme. Je pense qu'on apprend vraiment à écrire et en mimant les autres, si je peux dire, d'une certaine façon. D'une certaine façon, les pastigeant, mais dans le meilleur de la forme. Et que c'est ça qui nous permet d'atteindre un autre niveau de soi-même et des autres. Oui, qu'est-ce que vous avez appris de vous depuis que vous ne buvez plus, que vous ne saviez pas avant? J'ai appris de moi une chose que j'ignorais peut-être avant, c'est que j'avais beaucoup plus de patience que je pensais. Que j'étais beaucoup plus raisonné que je pensais, curieusement. Que pour un peu, si j'avais pas écrit, j'aurais peut-être fait un bon archiviste. J'aime bien ça, classer des choses, les répertorier, les arranger, puis les transformer. D'autre part aussi... C'est ce que vous faites avec vos personnages. Oui, d'autre part, j'ai appris aussi que j'avais un petit esprit primesautier, comme on dit, un peu espiègle, un peu tannant. Ça m'a rappelé à l'époque où j'étais petit, à l'école primaire, secondaire, où je faisais enrager mes professeurs, juste pour le plaisir de faire quelque chose d'un peu différent, qui ne cadrait pas avec l'ensemble un peu sclérosé, un peu compartimenté. Parce que sous l'effet de l'alcool, vous en avez fait des frasques, vous en avez fait des bêtises, vous en avez insulté des gens. Ah oui, mais ça, c'est donnant-donnant, je veux dire. Est-ce que vous vous en souvenez ou si vous perdiez la mémoire de ça? Le problème, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de boire, c'est parce que contrairement à d'autres qui disent le lendemain matin, je me souviens pas de ce qui s'est passé, c'est tant mieux. Oui.
À cause de ma mémoire, malheureusement, ça ne m'arrivait pas. Le lendemain, je savais exactement à peu près dans les mots même ce que j'avais dit aux gens ou tout ça. Mais évidemment, à un moment donné, tu te tentes de ça. Tant que tu le fais avec du plaisir et que tu t'amuses, ça va. Mais à partir du moment où toi-même, tu n'as plus de plaisir à le faire, là, ça devient pas mal... ça devient fatigant, ça. Et est-ce que c'est pas fatigant de se créer des ennemis inutilement? Oh non, il n'y a rien de plus reposant dans la vie que d'avoir de bons ennemis. Oui, de bons, mais d'en avoir autant. D'en avoir autant... Non, parce que les gens, fondamentalement, curieusement, ne sont pas mauvais. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très agressifs non plus. Ça fait que souvent, le problème, c'est ça, vous avez beau provoquer pour avoir au fond une réponse, quitte à vous réformer par la suite. Il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas ni à la provocation, ni à la menace d'une certaine forme, ni à l'exubérance même. Mais c'est parce que les gens ont peur d'être agressés, d'agresser eux-mêmes aussi. Je sais pas, peut-être oui et non. Il y en a, je pense, c'est certains qui ont peur. De toute façon, ils ont peur de tout. Ils ont peur d'être agressés. Mais il y en a d'autres que c'est peut-être simplement par peut-être bonne conscience ou générosité, peut-être aussi. Oui. Je sais pas. Est-ce que vous vous aimez davantage maintenant? Ben moi, la vie, pour moi, de toute façon, c'est pas une question d'aimer ou d'être aimé. J'en reviendrai pas vraiment. Ça reviendrait plutôt à ce que Victor Hugo disait. Aimer, c'est agir. Et puis pour moi, aimer, s'il n'y a pas d'action, si c'est pas un engagement dans l'action, aimer, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Comme aurait dit Paul Valéry, ce qui n'est qu'humain me fatigue. Là. Et des fois, dans le mot aimer, c'est ça que je vois. C'est que ce n'est qu'humain et c'est fatigant, ce qui n'est qu'humain. Est-ce qu'on peut aimer quand on écrit tant? Ça, c'est un autre problème, c'est une autre question auquel je n'ai pas encore répondu, heureusement. Mais je me dis, comme j'ai à peu près le tiers de ma vie de passé, peut-être que c'est une question qui va me frapper un jour et auquel je serai obligé de répondre vraiment. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité, disons. Est-ce que dans l'avenir, vous envisagez des façons d'écrire différentes de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Parce que, est-ce que vous envisagez, par exemple, de ne pas écrire durant quelques années? C'est impensable pour vous. Ben, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, ça va m'arriver, mais il y a une chose, il y a une expérience, des expériences d'écriture que j'aimerais faire. Moi, contrairement à ce qu'on pense, je suis pas du tout contre la technologie en écriture. Et puis, à un moment donné, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire en informatique, en infographie, et puis avec tout ce qui s'en vient, la numérologie, le digital. Et j'ai vu les gens travailler là-dessus. J'ai dit, c'est dommage que les écrivains, on maîtrise pas cette technique-là, cette nouvelle technologie-là, parce que j'aimerais bien écrire à un moment donné, ne serait-ce qu'un téléthéâtre, une adaptation, par exemple, d'Alice au Pays des Merveilles. Avec ça, il me semble que ce serait génial. Mais vous seriez loin de Victor Hugo. Victor-Lévy Beaulieu, merci pour cet entretien. Bonjour. Pour Noël, on fait nos emplettes à la Plaza de la Mauricie. C'est tellement facile et agréable. Et avec le nouveau cahier réclame de Noël qu'on a reçu cette semaine, on réalise des économies importantes. Et c'est pas tout. Il y a la fameuse Pontiac Sunfire 96 que vous pourrez gagner en magasinant pour Noël à la Plaza de la Mauricie une valeur de 15 000 $. C'est tout un cadeau. Vous voyez, on a raison de vous dire de magasiner pour Noël à la Plaza de la Mauricie. Oh, excusez. Allô? Attendez, je vais faire de la lumière. Vous vous rappelez l'an dernier, c'est moi qui vous avais invité à la journée porte ouverte du Collège moderne. Eh bien, suivez-moi, j'aimerais vous présenter mes amis. Savez-vous quoi? Tous les 4, on vient de passer une année extraordinaire comme étudiants en bureautique au Collège moderne. On a trouvé ici un véritable support à l'emploi. Pourquoi on a choisi le Collège moderne? Ah! Pour le savoir, venez nous rencontrer à la journée porte ouverte le dimanche 26 novembre de 13 à 15h30 au Collège moderne de Trois-Rivières. Ah, du homard des Maritimes, si délicat, si tendre. Red Lobster. Ce soir, chez Red Lobster, offrez-vous notre repas de homard et 18 crevettes. Savourez 2 délicieuses queues de homard des Maritimes avec des crevettes frites et des crevettes à l'ail. Notre repas de homard et 18 crevettes n'est là que pour un temps limité. Alors, venez vite vous régaler ce soir. Red Lobster pour l'amateur de fruits de mer en vous. Faites-vous plaisir aujourd'hui. C'est un grand concours. À gagner 5 forfaits de 2 nuits pour 2 à l'hôtel Le Petit Manoir du Casino dans la magnifique région de Charlevoix et 20 forfaits d'une nuit au Baluchon, incluant chambre luxueuse, soupe et table d'hôte, déjeuner, massage, accès aux bains tourbillons et aux activités plein air.
Pour participer, regardez CKTM et notez l'heure où est diffusée l'identification du concours. À tous les jours à l'émission aujourd'hui, je prendrai un appel au hasard et une bonne réponse vaudra à la personne chanceuse un forfait de rêve. Participez nombreux et faites-vous plaisir aujourd'hui. Devant mon miroir, j'ai rêvé d'être une star. J'ai rêvé d'être immortellement belle. Ce soir, j'irai voir à travers le miroir si la vie est éternelle. Éternelle. C'est l'histoire d'une petite chanteuse country de l'Acadie, élevée sur la frontière américaine, qui s'est retrouvée il y a 2 ans sur la scène parisienne dans la production de Starmania. Patsy Galland, c'est à la fois une voix, une énergie et une vitalité qui nous réjouit. Patsy Galland, il y a un long chemin depuis le petit village acadien du Nouveau-Brunswick. Campbellton? Oui, jusqu'à Paris. Un long chemin, un chemin absolument extraordinaire, dont je ne regrette pas une minute. Même pas le début? Quand Même vous pas le étiez tout début. petite, vous aviez 4 ans, Tout petite. vous chantiez dans les clubs où les Tout gens petite, étaient sous. pauvre, mais très heureuse. La seconde où je montais sur une scène, c'est ma respiration, c'est ma vie. Mais même quand vous étiez toute petite, là, avec Oui. vos sœurs? Oui, il y a des fois où j'avais très peur de monter sur une scène. J'avais souvent très mal au ventre. Et maman me donnait un Pepsi puis un Mae West. Je montais sur scène, il n'y avait aucun problème. C'est comme ça, je te jure. C'est comme ça qu'elle me calmait. Un Pepsi, il doit y avoir énormément de sucre, tu vois. Oui. Jusqu'à 3 heures du matin. Je sais pas comment je suis arrivée à faire le peu d'éducation ou d'instruction que j'ai eu. Mais j'aimais tellement ça, tu pouvais pas m'arrêter. Mais vous sentiez bien que vous étiez pas du tout comme les autres petites filles, quand même. Non, je me suis aperçue ça que pas. très, très tard. C'est-à-dire très, très tard, attention. À 18 ans, je me suis dit, moi, je croyais que tout le monde vivait comme ça. Je trouvais que c'était normal. Vous pensiez que tous les enfants chantaient dans les clubs le Non, soir? mais que c'était normal de faire ce que je faisais. Donc, je me plaignais jamais. C'était pas, ben, écoute, je ne fais pas ça. C'est pas un genre de truc que c'est rendu à 18 ans, j'ai dit à maman, écoute, je devrais avoir une éducation, je vais aller à l'école, je veux continuer, je veux plus faire ça. Elle dit, tu vas te fermer, tu vas travailler dans un club, tu vas chanter comme tes sœurs, et puis that's it, on a 10 enfants, faut qu'on paye le loyer. Parce que ce qui arrivait, c'est que c'est ça, c'est que vous faisiez vivre la famille. Oui, oui. Les quatre sœurs faisaient vivre, en plus de mon père. Ça en prend de l'argent pour faire vivre 10 enfants. Mais... Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes révoltée? Oui. À 18 ans? Vers l'âge de 16-17 ans, où j'ai commencé à paniquer, et je me suis vue, rendue en 9e année, faire le même chemin que mes sœurs. Et je me suis dit, non, merde, moi j'ai une éducation, je vais faire autre chose. Faire le même chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer dans les cabarets, chanter, toute leur vie, quoi. Et puis, je me suis révoltée, j'ai dit, moi je ne chante plus, je vais à l'école. Alors, tu peux aller à l'école, mais tu iras à l'école du soir ou du jour, je me rappelle plus, c'était une école par correspondance. Et puis, j'ai fait ma 10 et 11. Et j'ai eu tellement peur de ne pas passer mes examens que je ne me suis pas présentée aux examens. Tellement j'avais peur de ne pas être à la hauteur ou de passer les examens. Et puis, en fin de compte, j'ai laissé tomber les études et j'ai continué. Mais à ce moment-là, il y a une révolte qui est arrivée, c'est que je me suis révoltée. Je dis, maintenant, je fais, si moi, je veux le faire. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière seule. Et Radio-Canada, justement, on était déjà à Radio-Canada depuis 1960. Oui. Tu te rappelles avec toutes les émissions de Joël Denis et de Pierre Lalonde, etc. Mais là, c'était encore les sœurs Galland. C'était encore les sœurs Galland. Et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de partir de chez moi. Et j'avais déjà une émission sous la ceinture, comme on dit, under the belt, avec Geneviève Bugeaud dans le temps. Ah oui? Club des Genobs. Oui. Et je me suis pris en main toute seule. J'ai travaillé dans les cabarets seule. Oui. C'était moins drôle. Sans ma mère. Parce que les propriétaires voyaient la petite jeune qui arrivait. Oui. Très souvent, je faisais des spectacles et je n'étais pas payée. Hein. Oui, vous étiez exploitée. Oui, quoi. exploitée complètement. Mais là, je sais pas, il est arrivé plein de bonnes choses pour moi, des télés et tout. Puis ça a continué, la carrière a continué toute seule. Oui. Avez-vous eu le sentiment, quand vous êtes arrivée à Montréal, de vous faire snobber parce que vous étiez une chanteuse? Qu'est-ce que vous chantiez à ce moment-là? C'est une chanteuse country, ça n'avait pas de reconnaissance sociale, ça? Non, parce qu'on a commencé dans les cabarets, donc on faisait partie de ce milieu de showbiz qui existait encore très, très à l'américaine. C'est-à-dire, on faisait des spectacles, on faisait toujours... on était les stars du show, on terminait les spectacles parce qu'on était un groupe
Il y avait un acrobate, une danseuse, un comédien. C'était tout un show genre américain, donc on passait très bien. On faisait des trucs comme Maguire Sisters, Ham Sisters, Country, Oui. tout ça. Mais ça vous embêtait pas parce que dans les clubs, les gens buvaient et on sait que les gens boivent beaucoup. Oh oui, c'était très dur, c'était très dur. Parfois, c'était très dur. C'était les heures qui étaient dures pour moi, jusqu'à 3 heures du matin. Parfois, je retournais à l'école, moi, le lendemain. Oui. Renée Martel m'a déjà dit un jour en entrevue que ce qu'elle trouvait le plus dur quand elle était adolescente, c'était la vulgarité du milieu. Je me rappelle d'un truc que je détestais. C'est quand maman me faisait danser à la claquette. Mais là, j'étais vraiment très petite, hein, Oui. sur les tables. Et que les hommes étaient sous. Et je me rappellerai toujours avec leurs mains, la petite. Écoute, j'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Oui. Dans les cabarets. Et vous avez payé le prix vous-même plus tard, quand même. Non, je me vois pas comme avoir payé le prix. Vous n'êtes pas sentie victime à un moment donné? Non, non. Au contraire, je trouve que j'ai appris tellement de choses. Je trouve que ce métier de cabaret que j'ai fait m'a préparé pour le reste de ma vie. Oui, mais vous n'avez pas eu d'enfance. Non, hein, vous mais ne j'aimais saviez pas ce que c'était qu'aller jouer. Donc, je vous assure. Ah oui, non, mais je vous crois puisque vous le dites, oui. Je vous assure, tu vois, je te vous vois tout d'un coup. Je t'assure, je regrette rien. Je veux dire, jouer avec les jeunes, je sais pas. C'est peut-être pour ça que je suis jeune aujourd'hui, que je me tiens toujours avec des gens plus jeunes que moi. J'aime la vie, je profite de la vie, je vis au jour le jour. Je regrette absolument pas. J'en veux pas à ma mère, non, au contraire. Est-ce que tu ferais la même chose avec ton fils? Je ne fais pas la même chose avec mon fils. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'il fasse. Je vais peut-être inconsciemment le protéger, mais mon fils a un talent fou. S'il veut le faire, je suis prête à le faire. Il a commencé à me demander, il dit, bon, ok, trouve-moi des jobs, je vais faire de l'argent. Quel âge il a? Il y a 10 ans, Il vient là. d'avoir 10 ans. Oui. Puis il a un talent fou. Mais je ne le pose pas vraiment. Je veux vraiment qu'il ait une éducation que je n'ai pas eue. Oui. Je voudrais pouvoir lui donner ça. Est-ce que ça t'a manqué? Oui, parce que j'ai longtemps... je me suis longtemps crue unintelligent. Oui. Je mélangeais toujours l'éducation avec l'intelligence. Mm-hmm. Mais, ce qui est une erreur. C'est une erreur que je vois aujourd'hui. Bon, je ne suis pas un bol, mais mon éducation, je l'ai appris en vivant, en voyageant. Et je suis assoiffée de culture et d'éducation. C'est pour ça que je suis ravie d'être à Paris et de faire ce que je fais en ce moment. Qu'est-ce que ça t'apporte de vivre à Paris, alors? Sur ce plan-là, sur le plan culturel. Plan numéro 1, à la base, être très, très réaliste. Je trouve qu'à mon âge, et la personne qui a fait le métier qu'il a fait, d'être encore là, je trouve que c'est une preuve de succès. Oui, parce que quand on pense que tu as commencé à chanter à 4 ans, que tu en as une petite quarantaine, ça fait 40 ans que tu chantes, en fait. Oui, mais je le dis pas souvent, mais puisque tu le dis, c'est hallucinant. J'en parle pas parce que, bon, ça fait trop longtemps, quoi. Ça veut rien dire. Tout ce que j'ai fait, ça veut rien dire. Ça veut tout dire. Je ne vis pas dans le passé. Et c'est pour ça que je suis si heureuse aujourd'hui de faire un spectacle comme Starmania, d'être là, d'être choyée, d'être sur une scène immense comme le Palais des Congrès, d'être dans le plus grand spectacle qui n'existe pas à Paris. Je veux dire, j'ai de la chance. Oui. C'est un travail. Premier, first of all. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. De gagner ma vie à ce que j'aime. Et deuxièmement, d'être dans une ville comme Paris, qui est quand même très, très difficile à vivre. Très difficile à vivre sur un tas de points de vue. Pollution, genre usine, c'est pas chez nous, on n'est pas accueillis comme chez nous, c'est-à-dire que les gens ne sont pas ouverts, ils ne sont pas chaleureux comme chez nous. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, c'est comme les grandes villes cosmopolitaines d'ailleurs. Oui. Et je vis avec ça, j'apprends à vivre avec les Français, mais il ne faut pas oublier le bon côté de la France, d'être ici en Europe, c'est la culture, je veux dire, d'avoir les musées, de pouvoir y aller quand je peux, parce que j'ai quand même 7 spectacles par semaine. Oui. De le faire quand je peux. Moi, juste de marcher dans la rue, il n'y a pas un jour où je ne regarde pas en l'air et que je vois ces monuments, ces édifices. Puis on ne peut pas ne faire autre que s'éduquer à Paris, c'est marqué sur les murs, qui a fait quoi, tu achètes une carte de téléphone, c'est extraordinaire, j'adore. Oui. Avec ton tempérament, avec ta voix, avec ton métier, on ne comprend pas pourquoi tu n'as pas fait seule une carrière justement internationale. Parce que je suis trop seule. Parce que pour faire une carrière comme je l'avais fait... Comme Céline Dion, par exemple. Comme Céline Dion fait en ce moment, tu as besoin d'un team, d'une équipe derrière toi. Tu ne peux pas y arriver. Et ça, tu n'as jamais eu ça? Si, je l'ai eu quand j'ai fait le top au Canada, quand j'ai fait les Juno, etc., etc.
il faut dire que à ce moment-là, le marché américain n'était pas ouvert comme il est ouvert aujourd'hui. Et je trouve que avec ce qu'on avait à travailler, ce qu'on avait dans les mains, on a quand même réussi énormément pour une Canadienne dans le temps. Et comme je ne voulais pas ne rien faire, j'ai pas attendu que les gens... vous savez, à un moment donné, tu fais le top, mais la roue tourne, tu sais, what goes up must come down. Et puis quand t'as plus de tubes, t'as plus de disques, t'as plus d'émissions de télévision, t'as plus de gérant, t'as plus rien, ben, tu te sens très seule. Mais moi, je reste pas assis. Je me dis, moi, je dois gagner ma vie, j'ai un enfant. Et moi, je prends le téléphone et j'appelle. Je me débrouille. Oui. Et là, il y a une chose absolument exceptionnelle pour une chanteuse, c'est d'avoir un travail qui dure 3 ans. Parce que Starmania, c'est un exceptionnel contrat pour de 3 n'importe ans. quel chanteur, n'importe quel acteur. C'est extraordinaire, c'est hallucinant, ce Starmania. Je suis honorée et chanceuse que Luc s'est rappelé de moi. Luc Plamondon s'est rappelé de moi. Et c'est drôle parce que c'est grâce à Piaf. Tu sais, je faisais Piaf à la Place des Arts. Je commençais à remonter un petit peu la pente avec Piaf. Et puis, c'est en chantant l'hymne à l'amour que je pense que j'ai fait décider Luc Plamondon et Luce Fury de me donner le rôle de... Oui. C'était là. L'anglais dans la vie de Patsy Galland, parce que tu parles de l'anglais au français. L'anglais! L'anglais, qu'est-ce que ça m'a causé du trouble, ça? L'anglais, ça se comprend parce que je suis née à Campbellton, Nouveau-Brunswick, qui est sur le border du Maine. Et je parlais un acadien, ce qu'on appelle chiac. Le chiac, oui. Attends-moi sur le corner, il y a un car qui s'en vient, tout le horn. Je vais aller chercher une livre de butter, puis je reviens back. J'ai fait de la hem sur ma dress, puis j'aime pas la wick à hang. Bon, vous allez sûrement pas comprendre, mais enfin. On a été élevés, je vais vous dire, en Acadie, à Campbellton où je vivais, je suis allée à l'école. À partir de la 7e année, il n'y avait pas de livres français. Les livres français ont été brûlés dans le temps de 1735 ou 37, la déportation des Acadiens et tout. Et il n'y avait pas de livres français à partir de la 7e année. Donc, toute ma famille, quand on est 10 enfants, on était forcément la langue française et anglaise tout le temps. Et en plus, on était sur, comme tu dis, le border du Maine, sur la frontière du Maine. Donc, on avait tous ces Américains qui venaient chez moi. D'ailleurs, je me rappellerai toujours. Mes sœurs, nous sommes tous très petites, mais la plus vieille a 4 pieds. Ils sortaient toujours avec ces grands Américains que le soir, quand ils leur disaient bonsoir, le midnight kiss, je voyais mes sœurs monter sur une chaise pour embrasser le mec. C'est une image que je n'oublierai jamais de ma vie, étant très jeune. Et voilà d'où vient l'anglais et le français. Et j'ai toujours fait, et je le ferai toujours. Et oui, c'est vrai que je vis au Québec, j'adore le Québec. Et ça m'a toujours un peu mis les bâtons dans les roues en tant que carrière. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on n'accepte pas qu'on fasse de l'anglais. Et je comprends tout à fait, mais je n'ai jamais voulu mélanger la politique, malgré qu'on m'a toujours mélangé à la politique. Je tiens à dire que je suis avant tout un artiste et que je gagne ma vie en chantant. Et que ce soit la langue que ça voudra. La musique devrait être internationale. Oui. Mais ce qu'on sent, c'est que tu as besoin de parler anglais pour être complètement toi-même. Oui, pour être souvent à l'aise, parce que bon, c'est un petit peu une insécurité, parce que j'ai toujours cru que je manquais énormément de vocabulaire en français. Je ne trouve pas que j'ai un très très bon français, malgré que depuis que je vis à Paris, j'ai fait des efforts d'énormes efforts. Oui, des fois pour être plus à l'aise. Et puis je suis beaucoup plus drôle en anglais. Je suis plus drôle en anglais. Qu'est-ce que ça doit être? Patsy Galland, merci beaucoup de cet entretien. Merci mille fois, je suis très touchée. Merci Denise. Victor Lévy-Beaulieu, vous avez vu Patsy Galland dans les cabarets à Montréal-Nord où vous habitiez. Oui, dans l'est de la ville et Montréal-Nord, à l'époque où on est arrivé, nous, à Montréal-Nord. Donc vous aviez 16 ans, 17 ans? Oui, j'avais, je pense, à peu près ça, 15-16 ans, les premières fois que je l'ai vue, oui. Elle vous a fait cet effet-là? Oui, je trouve qu'elle n'a pas du tout changé. Puis quand on l'entend chanter aujourd'hui, c'était le même type de voix, le même thème de voix. Une sacrée belle voix, soit dit en passant. Oui. Et puis, on tripait bien gros, nous, sur la famille Galland à l'époque, oui. Oui. Mais des femmes de tempérament comme ça vous attire? Oui, je trouve ça réjouissant dans notre société qu'il y en ait, et de plus en plus. C'est un beau personnage, ça nous change de beaucoup d'hommes mollassons. J'ai compris, ça nous chambre. Ça pourrait être ça aussi. Oui, j'allais dire que ça peut avec. Ça pourrait être ça aussi. Victor Lévy-Beaulieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Entre-temps, passez une bonne semaine, mesdames, messieurs. Radio-Canada. Ou en phase terminale, on n'a pas à lésiner sur la qualité ou la durée ou le coût des soins. Qu'on revoie en profondeur les soins de nos patients, moi je suis pour, même si ça doit aller jusqu'à l'euthanasie, parce qu'il y a des cas où c'est nécessaire. Une personne qui va mourir, c'est le contraire. Je sais pas, moi, tu lui donnes la chance de pouvoir vivre pareil. C'est ses derniers jours, fait que faut qu'il soit capable d'en profiter quand même. Ma mère a pris 4 mois et demi à mourir à petite cuillère, puis il a fallu la débrancher. Et c'était bien plus dur que mon père qui est mort subitement. Et là, j'ai compris la différence. Parce qu'elle était sur la dialyse, elle demandait la mort. Puis si moi, ça m'arriverait, c'est ça que je me posais comme question. Ça vaut-il la peine? Je ne sais pas. Je suis pas d'accord pour allonger quelqu'un contre son propre gré, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais que nous autres, on décide, là, à son insu, je suis pas d'accord. Même si la personne est en phase terminale, c'est un être humain. Or donc, elle a besoin de soins. Si vraiment décompté, qui laisse mourir normalement. Qui laisse mourir, pas de branchage. Puis des appareils pour les tenir en vie. On devrait, pour les personnes comme ça, les sortir de là. Leur trouver, je sais pas, accueil. Ça serait donc bon de faire ça. La personne qui est malade a le droit de recevoir des soins. C'est un être humain, elle a le droit de tous les soins, même si on sait qu'elle va mourir dans quelques temps. Dans les nouvelles réalités des centres hospitaliers, je crois bien qu'il va falloir qu'ils en viennent à cette solution-là de probablement écourter, de laisser vivre les gens de leur plein gré et non de vivre avec des machines puis de garder 4-5 ans à des soins palliatifs qui coûtent excessivement cher à notre système hospitalier. Comme vous venez de l'entendre de la bouche même des gens de Rimouski, c'est tout un débat qu'on va faire ce soir. D'ailleurs, en studio avec nous, des citoyens, mais des citoyens qui sont aussi patients, qui ont lutté et certains qui comptent. Des bistrots dans des bars, toujours cachés, toujours clandestins. Est-ce que ça peut durer comme ça toujours? Est-ce que nous ne serons jamais vraiment ensemble? Je me bats avec moi-même pour chaque heure passée avec toi. Je veux pouvoir me regarder en face. Je déteste tous ces compromis. Chaque fois que j'ai dû concéder quelque chose, je n'ai été malade, je l'ai payé cher. Je n'en peux plus de lui mentir. Je n'en peux plus de le voir souffrir. C'est comme si j'allais le tuer. Non. C'est moi qui le tuerai.